C'était tôt le matin quand quelqu'un a appelé les urgences. L'appel a duré environ 8 secondes, personne n'a rien dit, mais on pouvait entendre un gémissement en arrière-plan. Puis l'appel a été coupé. Les services d'urgence ont essayé de rappeler, mais ce n'est qu'environ 15 minutes plus tard qu'un deuxième appel est arrivé. Cette fois, quelqu'un de l'autre côté demandait de l'aide. Les policiers sont allés là-bas et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de cette maison, ce matin-là, semblait même avoir une explication facile, simple. Mais ces 8 secondes du premier appel et tout ce temps de silence entre un appel et l'autre allaient détruire toute l'histoire qu'ils ont essayé de raconter. Je suis Marcos Campos, et cette histoire implique un agent fédéral américain, une nounou brésilienne, un site de fétichisme sexuel et 2 meurtres dans une maison de banlieue. Pendant qu'un enfant de 4 ans jouait au sous-sol sans savoir ce qui se passait à l'étage. C'est l'une des affaires les plus complexes et troublantes que j'ai présentées ici. Parce que le plan que ces deux personnes ont élaboré pour se débarrasser de l'une et utiliser l'autre comme bouc émissaire, c'est le genre de choses qui semble être de la fiction, mais qui est réellement arrivé. Alors découvrons tout cela en détail, petit rituel d'engagement, et passons aux faits. Demain. Le matin du 24 février 2023, des policiers du comté de Fairfax, en Virginie, une région de banlieue à environ 40 km de Washington. Plus ou moins, ils sont arrivés dans une maison à Herndon-Reston, répondant à ce deuxième appel d'urgence. La maison se trouvait dans une rue arborée, tranquille, de ces quartiers typiquement américains. Vous voyez, où tout le monde a une pelouse devant chez soi. Un gros pick-up dans le garage, rien ne laissait présager d'alerte ou de violence. La porte d'entrée de cette maison était déverrouillée. Les policiers sont montés au deuxième étage et ont trouvé la chambre du couple. Et ce qu'ils ont vu à l'intérieur a complètement changé l'affaire. Une femme de 37 ans était allongée sur le lit, couverte de sang. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises, surtout au niveau du cou. Un homme était agenouillé à côté d'elle, les mains pressant son cou, essayant d'arrêter l'hémorragie. C'était son mari. Il a regardé les policiers et a dit qu'il avait tiré sur un type qui attaquait sa femme. Le type sur qui il disait avoir tiré était allongé dans un coin de la chambre, sur un lit pour chien. Il était sans vie. Il avait reçu des balles dans la tête et dans la poitrine. Cet homme avait 39 ans et il y avait un couteau à côté de lui. Dans la cave de la maison, les policiers ont trouvé une fillette de 4 ans, la fille du couple, indemne, seule en bas. Et là, dehors, à l'entrée de la résidence, il y avait une jeune femme, la nounou de la famille, une Brésilienne de 22 ans. Elle était essoufflée, visiblement bouleversée par tout cela, et elle a raconté aux policiers ce qui s'était soi-disant passé. L'histoire que le mari et la nounou ont racontée ce matin-là était la suivante. La nounou était sortie de la maison avec la fille du couple pour aller au zoo, mais elle est revenue parce qu'elle avait oublié les goûters. Quand elle est revenue, elle a vu un pick-up étrange garé devant la maison. Elle a eu peur et a donc appelé son patron, qui était sorti chercher le petit déjeuner dans un McDonald's près de la maison. Alors il est revenu en courant, est entré dans la maison et a trouvé un inconnu en train d'attaquer sa femme avec un couteau dans la chambre. Il a alors sorti son arme et comme il était agent fédéral, il était armé, il a tiré sur le type, légitime défense. La nounou a aussi tiré avec une arme. Une autre arme du coffre de la maison. Tu vois? Comme je l'ai dit, il est mort sur place. La femme a été emmenée à l'hôpital et n'a pas survécu. À ce moment de l'histoire, vous pourriez dire affaire classée. Bien sûr que non, n'est-ce pas? Vous êtes des enquêteurs expérimentés? Certainement pas. Ça semblait être de la légitime défense. L'agresseur armé, le mari qui a réagi pour sauver sa femme. La plupart des voisins qui ont entendu l'histoire ce matin-là ont dû penser. Heureusement qu'il était là, n'est-ce pas? Sauf que les enquêteurs ont remarqué deux choses avant même de quitter cette maison. La porte d'entrée était déverrouillée, sans signe d'effraction, sans fenêtre brisée, sans aucune trace d'entrée forcée. Si ce type était un intrus, quelqu'un lui a ouvert la porte, vous êtes d'accord? C'est la base de toute enquête. Deuxième chose, ce premier appel aux urgences, environ 8 secondes, non? À peu près. Vers 7h47 du matin, cet appel avec quelqu'un qui gémit en arrière-plan. Si le mari est arrivé, a vu la scène et a réagi, alors pourquoi quelqu'un a-t-il appelé les urgences environ 15 minutes avant l'appel qui a effectivement demandé de l'aide?
Et pourquoi a-t-on raccroché ce premier appel? Pour comprendre comment ces deux personnes ont fini dans cette maison ce matin-là, il faut remonter environ 2 ans en arrière, d'accord? Christine Banfield était infirmière en soins intensifs pédiatriques. Elle travaillait dans un hôpital de la région s'occupant d'enfants dans un état grave. Elle avait 37 ans. Son mari, Brandon Banfield, était agent spécial de l'IRS, qui est l'équivalent américain de notre service des impôts. Mais précisément, il travaillait dans la division des enquêtes criminelles. Pour simplifier, il enquêtait sur la fraude financière, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et ce genre de choses. Il portait une arme, avait une formation tactique et savait comment fonctionnait une enquête de l'intérieur. Et tous les deux vivaient ensemble dans cette maison, à Herdon, Reston, avec leur petite fille de 4 ans. En octobre 2021, comme beaucoup de couples de la classe moyenne américaine qui travaillent toute la journée et ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants, ils l'ont fait. Eux aussi l'ont fait, ils ont engagé une jeune fille au pair dans le cadre de ce programme d'échange, où une jeune personne d'un autre pays vient vivre chez la famille, s'occupe de l'enfant et en échange reçoit le logement, la nourriture, un salaire. Tu vois? La jeune fille au pair venue vivre chez eux était brésilienne. Elle s'appelait Juliana Pérez Magalhães, elle avait 21 ans à l'époque et elle est venue du Brésil grâce au programme officiel d'au pair des États-Unis. Elle s'occupait de la petite fille du couple, vivait dans la chambre du fond et faisait partie de la routine familiale. Tout semblait en ordre, tout fonctionnait très bien jusqu'en août 2022 lorsque Brandon et l'au-pair Juliana ont commencé à avoir une liaison. Il avait 38 ans et elle en avait 22 à ce moment-là. La relation s'est installée tranquillement. En octobre 2022, lors d'un voyage qu'ils ont fait ensemble à New York, Brandon a dit quelque chose à Juliana qui a changé le cours de toute cette histoire. Il a affirmé vouloir se débarrasser de Christine. Ici, il faut comprendre pourquoi il n'a pas demandé le divorce. Brandon ne voulait pas divorcer pour 2 raisons. D'abord, parce que c'était un homme sans scrupules. Non. Premièrement, il allait perdre de l'argent, c'est-à-dire qu'en cas de divorce en Virginie, les biens du couple seraient partagés et Christine obtiendrait une part considérable. Deuxièmement, parce que c'était un crétin. Non, il voulait la garde exclusive de sa fille et lors d'un divorce, cela serait difficile à obtenir. Il voulait Juliana, il voulait sa fille. Et il voulait la vie qu'il avait déjà, juste sans Christine. Je me demande comment quelqu'un qui partage une pensée pareille avec sa maîtresse de l'époque, parce qu'il n'avait pas encore divorcé et que la maîtresse accepte l'idée du gars, peut avoir ce genre de choses en tête. Bizarre, bizarre. Et alors, au lieu de chercher un avocat pour divorcer de manière civilisée, Brandon, un agent fédéral formé à l'enquête criminelle, a commencé à planifier un meurtre. D'abord, il a pensé à engager quelqu'un pour tuer Christine, sa femme, mais il a abandonné l'idée. Il a jugé cela trop risqué, sachant par expérience que ce type de plan échoue presque toujours à cause d'une troisième personne susceptible de parler. Bah, son plan là-bas marche toujours super bien, non? Et puis, il a eu la brillante idée de tout définir lui-même, de tout contrôler. Bien sûr, il y a beaucoup d'ironie dans certaines phrases ici, d'accord? Le piège, Le plan de Brandon est sans doute l'un des stratagèmes les plus froids que j'ai vus dans une affaire de meurtre. Et pour réussir, il lui fallait une chose précise, un inconnu, quelqu'un à utiliser comme bouc émissaire, qui arriverait sur la scène du crime avec un couteau et que tous prendraient un homme pour l'agresseur. Il avait besoin d'un type qui ait l'air coupable, même en étant mort. Et pour trouver ce type, il a utilisé Internet, plus précisément un site appelé FatLife, qui est un réseau social destiné aux personnes qui pratiquent des fétiches sexuels. Les personnes en fait qui pratiquent des fétiches sexuels. C'est comme une communauté en ligne où les gens discutent et organisent que des pratiques consensuelles entre adultes. Tu vois, ce n'est pas un site illégal, d'accord? Ça fonctionne avec profil, messages et forums, comme un réseau social mais réservé aux plus de 18 ans. Brandon a donc créé un faux profil sur ce site-là, en utilisant le nom et les informations de Christine sans qu'elle le sache, évidemment. Le profil s'appelait Anastasia9 et ce qu'il a publié là, c'était une annonce spécifique. Une femme mariée qui voulait réaliser un fantasme sexuel impliquant un inconnu. Le scénario décrit dans l'annonce était le suivant. L'homme entrerait dans la maison, apporterait avec lui un couteau et des liens, immobiliserait la femme et aurait des rapports sexuels avec elle de force. Tout cela était censé être consensuel. Une mise en scène, tu vois le genre. Et là, quelqu'un a répondu, un homme de 39 ans appelé Joseph Ryan, qui vivait dans la région de Washington. Son profil sur le site était Taco Supreme 7000. Joseph aimait la peinture, les arts martiaux et s'occupait des animaux abandonnés, surtout des chiens.
Il vivait avec sa grand-mère et prenait soin d'elle. Il croyait qu'il parlait avec une femme mariée qui voulait vraiment réaliser un fantasme et coucher ensemble. Pendant environ un mois, de janvier à février 2023, Brandon et Juliana ont eu des conversations avec Joseph en se faisant passer pour Christine. Les messages allaient et venaient, ils organisaient les détails de la rencontre, c'était chaud, et les instructions qu'il a envoyées à Joseph étaient très spécifiques. Il devait se rendre à la maison un matin convenu, apporter un couteau et des liens, tout ça, et ne s'arrêter sous aucun prétexte pendant la mise en scène, peu importe à quel point la femme semblait effrayée. Brandon préparait une scène de crime avant que le crime n'ait lieu. Un homme inconnu apparaissant dans la maison avec un couteau, faisant exactement ce qu'un policier arrivé plus tard penserait qu'il avait fait. Un intrus commettant une agression sexuelle, et Joseph n'avait aucune idée qu'il marchait vers sa propre mort. Cela paraît être un plan très bien conçu, presque parfait. Alors, à quoi servaient les traces numériques, je vous demande? Il pense vraiment que la personne allait mourir là, dans une scène aussi étrange, alors que la femme était mariée, et il n'allait pas vérifier les équipements électroniques? Il ne verrait même pas que ces messages n'existaient pas, non? Ce n'est pas clair. Peut-être ont-ils fixé un second rendez-vous. Et là, au milieu de tout ça, c'est devenu un crime, parce que le gars était un fou, un prédateur sexuel. C'est possible, mais bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Vous pensez que le plan de ce mari fou avait un certain sens? Il s'en sortait bien? Ou il se passait les menottes lui-même? Eh bien, en janvier 2023, quelques semaines avant le meurtre, Brandon, le mari, a acheté une nouvelle arme. Alors il a emmené Juliana s'entraîner au tir dans un stand de la région, à Ashburn. Et elle n'avait jamais tiré auparavant, d'accord? Et il lui a appris. La journée était merveilleuse. Nous deux en train de nous entraîner au tir. Pourquoi faire? Pour le grand jour. Et il est arrivé, le matin du 24 février 2023, le jour de l'anniversaire de Brandon, le plan est entré en action. Il s'est levé tôt, a pris le téléphone de Christine, l'a éteint et caché dans un tiroir. Il a aussi déverrouillé la porte d'entrée de la maison. Juliana est ensuite sortie avec la petite fille du couple. Brandon a pris la voiture pour aller à un McDonald's situé à quelques minutes de chez eux. Il est resté là à attendre, avec le téléphone à la main, surveillant tout. Christine dormait dans la chambre. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Vers 7 heures du matin, ce n'est pas très clair dans les sources, 7h20, 7h40, à peu près dans cet intervalle, Joseph est arrivé en voiture et s'est garé devant la maison. Il avait apporté le couteau et les liens, comme convenu sur le site fétichiste, d'accord? Joseph, c'est le gars. Voilà le bouc émissaire. Il est entré par la porte d'entrée, elle était déverrouillée, comme convenu avec sa femme, enfin, avec la femme avec qui il allait faire le truc là, et il est monté à l'étage. Ce qui s'est passé dans cette chambre dans les minutes suivantes est au centre de toute cette affaire. Joseph est entré dans la chambre où Christine dormait et, croyant que tout était une mise en scène consensuelle convenue avec elle, il a commencé à agir selon les instructions qu'il avait reçues. Christine s'est réveillée en train de se faire attaquer par un inconnu. Une femme dormait dans son propre lit, ne savait rien et n'avait rien convenu avec qui que ce soit. Elle s'est réveillée avec le gars au-dessus d'elle, n'est-ce pas? Juliana, qui à ce moment-là était déjà à l'extérieur de la maison avec l'enfant, a appelé Brandon en disant qu'elle avait vu la voiture de Joseph arriver, tout ça, comme si, mon Dieu, il y avait une voiture étrange ici et tout. Brandon est revenu en courant du McDonald's. Lui et Juliana ont alors laissé leur petite fille là-bas, au sous-sol, et sont montés à l'étage. Christine a crié « Brandon, il a un couteau !» Joseph les a regardés, effrayé sans rien dire, et Brandon a tiré sur la tête du gars. Joseph est tombé là. Christine a demandé à Juliana d'appeler les urgences. Et là vient ce détail des secondes de cet appel, tu vois. Juliana a appelé les urgences à ce moment-là, vers 7h40, 7h du matin à peu près. Mais c'était trop tôt. Brandon n'avait pas encore fini, alors elle a raccroché. Et ça a été un sacré maillon, une chaîne qui s'est brisée, qui s'est reformée, non? Parce qu'elle a raccroché sur son ordre et là, ça a tout foutu en l'air, non? Brandon a pris le couteau de Joseph et a poignardé plusieurs fois Christine au cou. Juliana, dans la chambre, a vu Joseph bouger au sol. Elle est allée au coffre à armes de Brandon, a pris une deuxième arme et a tiré sur Joseph dans la poitrine. Le gaz est mort sur le coup. Christine était en train de saigner, vivante, sur le sol de la chambre. Dans les minutes qui ont suivi, Brandon a fait ceci. Il a traîné le corps de Joseph sur un lit pour chien qui était là. Il a pris le sang de Christine et l'a mis sur Joseph pour faire croire que son sang avait éclaboussé Joseph pendant l'attaque. Tu te rends compte de ça? Il a alors placé le couteau près du corps
Puis il s'est agenouillé à côté de Christine et a mis ses mains sur son cou, comme s'il essayait d'arrêter le saignement, et il a demandé à Juliana de passer le deuxième appel. Franchement, cette histoire est vraiment surréaliste, vous ne trouvez pas? C'est pour ça que j'ai dit que c'est l'une des affaires les plus élaborées, morbides et insolites que j'ai déjà présentées. Parce que tu imagines cette scène et tu te demandes comment quelqu'un arrive à faire un truc pareil, mec. Eh bien, quand les policiers sont arrivés là-bas, ils ont vu exactement ce qu'ils voulaient voir arriver. Qu'ils le voient, tu vois, comme un mari désespéré en train d'essayer de sauver sa femme. Un intrus mort au sol avec un couteau à côté, une nounou en état de choc dehors et un enfant dans le sous-sol. Christine est morte à l'hôpital. Ce même jour, Brandon a raconté l'histoire de la belle légitime défense à tous ceux qui lui ont demandé. Et dans les mois qui ont suivi, Brandon a fait quelque chose qui a attiré l'attention des enquêteurs plus que n'importe quelle preuve médico-légale. Lui et Juliana ont commencé à sortir ensemble ouvertement. Inutile de vous préciser, vous experts en affaires criminelles, que cela déclenche une alerte évidente, n'est-ce pas? Imaginez pour les enquêteurs, pour les professionnels, là ce n'est pas possible, n'est-ce pas les gars? Bon, elle a quitté la chambre des enfants au fond, et elle a emménagé dans la chambre du couple, comme on dit par ici, avec un cadavre encore frais dans le cercueil, la même chambre où Christine avait été assassinée. Quand la police a fouillé la maison des mois plus tard, elle a trouvé une photo encadrée des deux, Brandon et Juliana, sur la table de chevet à côté du lit où Christine avait l'habitude de dormir. Mais ce qui a vraiment fait tomber l'histoire de légitime défense, c'est l'enquête numérique, d'accord? Eh oui, les traces. Les techniciens de la police ont fouillé les ordinateurs et les téléphones portables de la maison. Et ils ont trouvé le profil Anastasia 9, vous vous souvenez de Fat Life. Ils ont retracé tous les messages avec Joseph et ont découvert que l'activité du profil avait lieu aux heures où Christine travaillait ou dormait, au moment où les appareils de Brandon et Juliana montraient qu'ils étaient ensemble. Les traces de sang là-bas, qui ont été analysées par les experts et tout ça, ont en quelque sorte suggéré que celui qui tenait le couteau, en réalité, dans cette chambre-là, c'était Brandon et non Joseph. Les éclaboussures, les traces sur le matelas, la position des blessures, tout pointait vers lui. En octobre 2023, donc, 8 mois après le meurtre, les meurtres, pour être plus précis, la police a arrêté Juliana. Elle a été accusée de la mort de Joseph, puisqu'elle avait elle-même admis lui avoir tiré dessus. Elle a maintenu la version de Brandon pendant un certain temps. Mais en octobre 2024, il s'est passé quelque chose qui a un peu changé cette histoire, avec la conclusion de l'analyse des traces de sang qui a désigné le mari. La police a également arrêté Brandon. Il avait déjà été inculpé en septembre. Et quand Juliana a vu que les deux étaient en prison, acculés et que les preuves pointaient vers eux, enfin vers son mari, elle a décidé de dire la vérité. Elle essayait un peu de se dédouaner pour ne pas trop s'attirer d'ennui. Elle s'est assise avec les procureurs pendant 4 heures et a tout avoué. L'affaire, le plan, le faux profil, l'entraînement au tir, les minutes entre les deux appels, le sang que Brandon a jeté sur Joseph, la photo encadrée, tout. En échange de sa coopération, elle a accepté un accord, avoué sa participation à la mort de Joseph sous un chef d'accusation moins grave d'homicide involontaire et accepté de témoigner contre Brandon au procès. Le procès de Brandon Banfield a eu lieu en janvier 2026, 3 ans après les meurtres. Il a duré environ 3 semaines. C'est vraiment fou, non? Le gars déraille, il veut tuer sa femme pour pouvoir être avec sa jeune maîtresse. Et alors, quand tout s'écroule, c'est chacun pour soi et il finit aussi, tu vois, balancé par la maîtresse qui sait, va savoir pourquoi, qu'il a voulu tuer sa femme pour être avec elle. Mec, c'est vraiment trop bizarre. Bon, Juliana est montée à la barre des témoins et elle a tout raconté, d'accord? Cette fois, devant le jury. Elle a raconté le début avec Brandon, les discussions sur l'élimination de Christine, le faux profil sur ce site, les messages de Joseph, l'achat et l'entraînement avec l'arme, le stand de tir et ce qu'elle a vu ce matin-là. Brandon tirant sur Joseph et poignardant sa propre femme. Brandon est également monté à la barre des témoins, mais il a tout nié. Il a dit qu'il aimait sa femme, malgré ses aventures extra-conjugales tout au long du mariage. Il aimait le chaos. Il a affirmé que sa relation avec Juliana était passagère et qu'il n'avait jamais envisagé de tuer quelqu'un. Il a qualifié les accusations d'absurdes et donné sa version des faits de ce matin-là. Il a dit qu'il était rentré chez lui, qu'il avait trouvé Joseph en train d'attaquer Christine et qu'il avait tiré sur lui pour sauver la vie de sa femme, Christine, n'est-ce pas? Et il a essayé d'arrêter l'hémorragie jusqu'à ce que... Il a dit que Christine, agonisante, lui a demandé pardon et lui a dit qu'elle l'aimait. Mais quel salaud sans vergogne, sérieux. Mec, c'est vraiment un comportement narcissique, non? Un type comme ça a encore le culot de venir salir la mémoire de sa femme, enfin bref.
La procureure a immédiatement réfuté son témoignage, lui demandant pourquoi il n'avait jamais donné cette version ni à la police, ni lors d'aucune audience, ni dans aucune déposition, nulle part. Il est resté sans réponse convaincante, non? Cette procureure a aussi montré une lettre que Brandon avait envoyée, écrite à Juliana, en prison après son arrestation. Une lettre où il l'appelait héroïne. Le gaz était en prison, accusé d'avoir tué sa femme, en train d'écrire une lettre d'amour à sa maîtresse en lui disant qu'elle était une héroïne, mec. Le jury a mis 9 heures, réparties sur 2 jours, pour parvenir à un verdict. Je ne sais même pas pourquoi ça a pris autant de temps. Coupable de tous les chefs d'accusation, 2 meurtres aggravés, usage d'une arme à feu lors de la commission du crime, et aussi pour avoir mis sa fille en danger pendant tout ce temps. Le jour du prononcé de la peine de Juliana, en février 26, la juge l'a regardé et a dit que c'était le cas le plus grave de ce genre qu'elle ait jamais vu dans sa carrière. Et elle a donné la peine maximale, 10 ans de prison. Le parquet avait recommandé sa libération pour le temps déjà purgé, dans le cadre de l'accord de coopération, mais la juge a ignoré cette recommandation. Elle a dit que les actions de Juliana étaient délibérées, égoïstes et montraient un mépris total pour la vie humaine. Et que la seule chose qu'elle méritait était de rester en prison et de réfléchir à ce qu'elle avait fait. La mère de Joseph, le gars qui a perdu la vie dans tout ce méli-mélo, Dèdre, a aussi parlé au tribunal. Elle a raconté que son fils était né 2 jours avant Noël et que, depuis sa mort, elle n'arrive pas à démonter le sapin de Noël. Le sapin reste monté toute l'année à côté de l'urne contenant ses cendres. Elle a demandé à la juge de reconnaître que Joseph était plus qu'un simple pion dans ce plan, qu'il était une vraie personne. Il aimait peindre, pratiquer les arts martiaux et s'occuper des chiens abandonnés. Qu'il mérite la dignité et qu'il ne méritait pas ce qui lui est arrivé, comme s'il était quelque chose ou quelqu'un de jetable. L'une des tantes de Joseph a regardé Juliana et a dit que, même si elle reconnaît qu'elle a dit la vérité au tribunal, dire la vérité n'efface pas la responsabilité de ce qu'elle a fait. Juliana a parlé 4 minutes, disant s'être perdue dans une relation et avoir mis ses valeurs de côté. Elle comprenait être coupable et qu'elle espérait être pardonnée un jour, tout comme elle espérait réussir à se pardonner elle-même. La peine de Brandon sera prononcée le 8 mai 2026. La peine sera sûrement la prison à vie sans libération conditionnelle. Et il est probable que cette vidéo soit déjà en ligne et je vais épingler dans les commentaires ici quelle a été la condamnation, quelle a été la peine qu'il devra purger. C'est 8 secondes, le premier appel, les gémissements en arrière-plan. C'était Joseph. Il avait déjà été blessé par balle. Juliana a appelé les urgences, mais c'était trop tôt. Brandon n'avait pas encore terminé son plan sordide. Elle a raccroché, puis l'a rappelé quelques minutes plus tard. Pendant que tout cela se passait, Christine agonisait sur le lit et Joseph saignait sur le sol. Brandon a poignardé sa femme, a traîné le corps de Joseph, a répandu le sang, a placé le couteau et s'est agenouillé à côté de sa femme pour avoir l'air d'un mari désespéré. Christine Benfield, infirmière en soins intensifs pédiatriques, sauvait des enfants chaque jour. Elle avait une fille de 4 ans qui jouait au sous-sol pendant que sa mère était assassinée à l'étage par son propre père, le mari de celle-ci. Le mari de cette femme, qui avait promis de la protéger, a passé des mois à se faire passer pour elle sur Internet pour attirer un inconnu chez eux. Et Joseph Ryan, l'inconnu, est mort en pensant qu'il faisait quelque chose qu'une femme lui avait demandé. Il est entré dans cette maison en croyant qu'il allait rencontrer une personne qui le voulait là. Ce qu'il a trouvé, c'était un piège tendu par un agent fédéral qui avait besoin d'un corps avec un couteau à la main pour justifier son caractère pourri et le meurtre de sa femme. Et la personne qui s'occupait de leur fille, la personne qu'ils avaient fait venir d'un autre pays pour vivre dans leur maison, a fait partie de toute cette histoire. Mec, quelle plante fouasse! Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous remercie énormément pour votre compagnie. Bisous du roux, à la prochaine!